Voilà, donc l'enregistrement vient d'être lancé par Christine, Christine Balaguet, donc, qui est co-titulaire de la chaire Good in Tech avec Dominique Cardon. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Kevin Mellet, donc je suis assistant de professeur de sociologie à Sciences Po et j'ai le plaisir aujourd'hui d'organiser et d'animer ce webinaire qui va s'interroger sur ou plutôt les rôles du DPO dans la gouvernance des données personnelles dans les organisations. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre des séminaires de la chaire Good in Tech. La chaire Good in Tech soutient les recherches sur l'innovation numérique responsable, le développement de technologies responsables et la gouvernance du numérique responsable. Avec le sujet de la gouvernance des données, on est vraiment en plein dans ces thématiques-là. Alors aujourd'hui, c'est un lieu commun de dire que les organisations investissent des ressources importantes dans la construction des données en actifs, dans l'enrichissement de bases de données et dans l'exploitation de ces gisements. Pour cela, elles recrutent des data scientists, elles mettent en place des data governance boards où elles investissent dans des infrastructures et des plateformes techniques. C'est aussi un lieu commun de souligner qu'à mesure que les données deviennent plus stratégiques, plus valorisées, les enjeux de gouvernance de ces politiques de données, ou de ces stratégies de données et des pratiques autour des données personnelles au sein des organisations montent en importance. Cette gouvernance des données, aujourd'hui, elle est très largement incarnée dans les organisations par le DPO, le délégué à la protection des données, ou DPO, Data Protection Officer, est une fonction instaurée par le Règlement général sur la protection des données, donc voté en avril 2016 et entré en vigueur en mai 2018. Selon la CNIL, on comptait en 2021 près de 30 000 DPO en France. Et toujours d'après la CNIL, et là je cite, le DPO occupe un rôle central dans la gouvernance des données personnelles. Il doit informer et conseiller le responsable de traitement, contrôler le respect des obligations légales de l'organisme et agir comme point de contact avec la CNIL. S'il n'est pas responsable de la conformité de l'organisme, il en est un rouage essentiel, capable d'allier expertise et conseil à toutes les étapes des projets impliquant l'utilisation de données personnelles. Je ferme les guillemets. Qui sont ces professionnels? Comment construisent-ils leurs compétences, leur expertise et leur éthique professionnelle? Quelles formations ont-ils suivies, il et elle? Quelles sont les exigences du RGPD en matière de formation? Comment concrètement exercent-ils leur mission au quotidien? Quel est leur positionnement au sein de l'organisation? De quelle légitimité, de quelle autonomie disposent-ils? Et à quelle résistance se confrontent-ils? Les questions soulevées par l'émergence de la figure du DPO sont nombreuses et on voudrait aujourd'hui s'en saisir en s'intéressant plus particulièrement à la constitution des DPO en groupes professionnels. Alors pour les sociologues Didier Demazière et Charles Gaëa, qui ont écrit un ouvrage intitulé Sociologie des groupes professionnels, l'expression groupe professionnel sert à qualifier des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant un même nom et par conséquent dotés d'une visibilité sociale. Il bénéficie aussi d'une identification et d'une reconnaissance caractérisée par ce que les auteurs appellent une légitimité symbolique. Donc, ça invite à s'interroger sur cette légitimité, sur ce qui la fonde, sur sa solidité aussi, et sur l'autonomie ou le pouvoir qu'elle confère. Et au-delà de ça, sur les leviers qui participent de la professionnalisation des DPO. Alors, ça tombe bien parce qu'on a réussi aujourd'hui, on en est très heureux, à réunir un panel que je vais présenter avant de leur donner la parole, composé donc de Alexis Louvion, Paul-Olivier Gibert et Xavier Strubel. Alors, Alexis est docteur en sociologie de l'Université de Dauphine et actuellement chercheur postdoctorant en sociologie. On travaille ensemble au CSO, donc au Centre de sociologie des organisations, et il est rattaché et financé par la chaire Good in Tech. Donc Alexis va parler, présenter son travail de recherche en cours, donc les résultats intermédiaires, et c'est la première occasion qui lui est donnée de présenter ce travail. Ensuite, je donnerai la parole à Olivier Gibert, qui est
président et fondateur d'une entreprise de conseil en management des données, Digital Analytics, et qui intervient ici au titre de président de l'Association française des correspondants à la protection des données, l'AFCDP, donc qui est une association qui est l'association la plus centrale, on va dire, autour de ces questions de management des données et de protection des données de DPO. Et enfin, je donnerai la parole à Xavier Strubel. Donc, Xavier est professeur, fondateur et directeur du master spécialisé Data Protection Management de l'Institut Mines Telecom Business School. Voilà, il est professeur en droit du numérique et au même titre que Emmanuel Baudouin, qui est dans l'audience, mais pas dans les panélistes, de Xavier et de moi. Donc, nous sommes, on va dire, l'équipe qui suivons, encadrons et participons à la recherche menée par Alexis autour de la constitution des DPO en groupe professionnel. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Alexis pour le premier exposé de présentation. Voilà, Alexis, tu as à présent la parole. Voilà, c'est bon, on devrait m'entendre maintenant. Bon, merci beaucoup, Kevin. Merci aux différents organisateurs et organisatrices. Merci, Christine, et merci à la chaire Good in Tech de me permettre de présenter pour la première fois des premiers résultats de cette recherche menée de manière collective. Donc, effectivement, comme Kevin l'a dit, je suis Alexis Louvion, je suis sociologue, docteur en sociologie, et je vais donc vous présenter cette recherche aujourd'hui avec deux principales sources d'intérêt, à mon sens, c'est que je vous parle aussi un peu comme citoyen, intéressé par le fait d'en apprendre plus sur la manière dont sont collectées, traitées, utilisées mes données personnelles lorsque je surfe sur des sites Internet, lorsque je navigue. Et d'autre part, je vous parle aussi et surtout ce soir en tant que sociologue qui mène une recherche sur la profession encore relativement émergente de DPO. Alors bon, je dis relativement émergente pour pas trop donner l'illusion de d'une nouveauté complète, parce que même si cette profession a été vraiment instituée par une transformation réglementaire qu'est le RGPD et sa traduction, enfin son application en France, on avait des formes de préexistence de cette fonction-là dans les entreprises. Je pense notamment à la fonction de SIL. Mais le pari que je fais dans cette recherche, c'est de dire aussi que ce nouveau contexte réglementaire et cette transformation des cultures par rapport aux données personnelles crée un nouveau cadre qui donne l'occasion à une nouvelle dynamique professionnelle de se déployer. Et c'est ce que je vais proposer de vous présenter aujourd'hui. Bon, on s'en rend compte avec ce premier tableau qui répertorie les différentes anciennetés des DPO en proportion. Donc, on peut se rendre compte qu'en fait, les professionnels de la conformité informatique et liberté sont, à plus des 3/4, titulaires d'une ancienneté de moins de 5 ans, ce qui témoigne bien de ce caractère très récent et du caractère émergent de cette profession. Bon, alors ça, je le précise, c'est une enquête qui a été menée par le ministère du Travail, la DGEFP, avec la formation professionnelle pour les adultes, et qui a aussi reçu le soutien de l'AFCDP et de la CNIL, et à laquelle environ 1600 DPO ont participé et ont répondu pour avoir des données un peu de cadrage. Alors, deuxième source d'intérêt pour moi, en dehors du caractère récent de la profession, c'est la relative hétérogénéité des profils qu'on rencontre chez les DPO. Alors, c'est un travail de conformité, certes, mais on ne retrouve pas que des juristes dans cette profession. On voit que les juristes composent environ un quart des DPO, mais il y a aussi des professionnels de l'informatique, des gens qui ont fait leurs études, qui ont des diplômes en informatique, et à 43% des professionnels qui viennent d'autres cursus, donc administratif, finance, comptabilité, etc. Bon, les détails ne sont pas forcément importants, mais c'est pour montrer qu'on a affaire à une population qui est hétérogène et qu'il est peut-être d'autant plus intéressant d'interroger en tant que groupe professionnel compte tenu de cette hétérogénéité et de ce caractère récent. Alors, pour appréhender tout ça, j'ai la chance donc d'avoir 1 an pour faire cette recherche financée par la chaire et qui s'appuie sur une recherche qualitative.
Donc, mon matériau, comme on dit en bon sociologue, ça va être des entretiens. Donc, je rencontre des DPO avec qui je mène des entretiens d'1 à 2 heures pour retracer leur parcours et essayer de saisir en fait au plus près, au plus concret, la manière dont s'exerce leur travail quotidien, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les différents arbitrages qui sont les leurs et les valeurs qui les motivent, pour le dire, pour faire une espèce de sommaire un peu à la hache comme ça. Je précise d'emblée que mon enquête n'a pas forcément vocation à produire un tableau représentatif de la profession de DPO dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DPO qui exercent à temps partiel, qui sont DPO en plus d'autres choses, notamment dans des petites structures. Moi, mon pari, c'est de me focaliser sur les DPO qui sont plutôt dans de grandes organisations, qui sont souvent à temps plein, avec un niveau de qualification relativement important, parce que je pense que c'est cette porte d'entrée qui permet le mieux de comprendre quelles sont les particularités de ce métier. Alors, je ne dis pas que le reste n'aurait pas été intéressant, mais sur un temps limité, voilà en gros le parti pris de l'enquête, c'est de se focaliser sur ce profil de DPO-là. Et par ailleurs, j'ai aussi la chance d'avoir un accès aux formations assurées par les partenaires de la chaire, que ce soit Sciences Po ou l'IMTBS, pour essayer de voir comment se construit cette professionnalisation des DPO, et c'est particulièrement précieux comme accès terrain. Alors, pour rentrer maintenant dans le cœur du sujet, je vous propose dès à présent de faire référence à une notion qui a été élaborée par Elliot Friedson, qui est un sociologue américain, et qui parle de professionnalisme, pour essayer de voir en fait si les DPO sont un groupe professionnel, comment se manifeste leur professionnalisme. Et selon lui, on peut définir le professionnalisme par la conjonction ou l'articulation de 3 caractéristiques fondamentales. La première, c'est un savoir spécialisé, une expertise qui va être sanctionnée et reconnue par des diplômes, donc objectivables, et qui vont correspondre à un niveau de spécialisation particulier. La deuxième caractéristique, c'est une identité professionnelle qui va permettre d'articuler et appuyer l'exercice de ces savoirs. Et la troisième caractéristique, qui est aussi importante, c'est l'autonomie et l'indépendance dans la manière d'exercer ce savoir. Et donc, en fait, ces différentes caractéristiques, ces différents critères vont servir de point d'appui à ma présentation. Vous allez voir que je vais diviser en 3 principaux moments en m'appuyant sur mon enquête. Donc, un premier temps qui va être consacré à l'analyse de l'activité de DPO au quotidien, l'exposé de leurs différentes missions, leurs différentes fonctions, leurs différents rôles. Un deuxième temps qui va être consacré à l'analyse de la construction de l'identité professionnelle des DPO. Et un troisième temps qui va être consacré à la question de l'autonomie du DPO, son indépendance, avec cette grande question qui est notamment soulevée par le guide DPO de la CNIL, qui est de comment préserver son indépendance au sein d'une organisation lorsqu'on est DPO et que la fonction repose justement sur cette capacité à être indépendant. Alors, voilà. Bon, j'attaque par mon premier point, qui est à quoi ressemble l'activité de DPO au quotidien. Donc, je pense qu'on a tous, en tant que citoyen, en tant que consommateur numérique, si on a une connexion Internet et si on a un usage plus ou moins modéré de cette dernière, une première image qui vient en tête quand on parle de la protection des données, c'est ces fameux bandeaux publicitaires qui nous convient environ 20 ou 30 fois par jour à accepter l'utilisation qui va être faite des fameux cookies qui permettent d'avoir des informations sur nous et nos pratiques de navigation. Et c'est peut-être le rapport le plus direct et le plus quotidien qu'on a avec la protection des données. Et effectivement, c'est une partie du travail des DPO de concevoir cette interface qui permet de garantir le consentement des visiteurs des sites Internet dans le traitement des données. Mais bon, c'est loin d'être l'activité principale des DPO. Si on essaie de décrire leur activité, je pense qu'il faut plutôt aller vers ce type de documentation. Être DPO, donc voilà, c'est un modèle produit par la CNIL de fiches de registre de traitement, et ça permet un petit peu d'accéder à ce à quoi ressemble l'activité documentaire à laquelle doivent s'adonner les DPO pour, dès qu'un traitement va être fait par une organisation, le renseigner, le justifier en établissant des finalités, en déterminer des durées de conservation, voilà, le caractériser de la manière la plus précise possible pour pouvoir justifier de son utilité et du respect du RGPD, de sa conformité. Donc voilà, donc un travail de production documentaire qui va être important chez les DPO, et aussi
un travail de mise en perspective de ces différents traitements avec les fameux PIA, donc analyse d'impact, qui, donc là, c'est l'outil mis à disposition par la CNIL pour faire ces PIA, qui consiste en fait ce travail à essayer pour chaque traitement, ou des ensembles de traitements, notamment pour les données sensibles, d'identifier quels peuvent être les différents risques qui se posent au traitement de données personnelles. Donc, ce qui montre qu'en fait, être DPO, ce n'est pas uniquement une activité de remplissage de cases, mais c'est aussi avoir un regard un peu plus sur le temps long d'anticipation de risques en croisant la gravité et la vraisemblance d'un risque pour arriver à le définir et créer au mieux une stratégie de conformité données personnelles. Alors, il y a aussi un autre rôle qui est peut-être plus marginal, mais que je souligne quand même, c'est un rôle d'interface avec la clientèle ou les utilisateurs d'un service public. Qu'on remarque à travers le cas de la demande de droit. Vous savez qu'en tant qu'utilisateur de sites Internet, lorsque vous remplissez, par exemple, des programmes de fidélité, on va collecter des données sur vous et vous avez un droit de vous désinscrire et de demander à ce que vos données personnelles soient effacées, supprimées. Donc ça, c'est une des dimensions de l'activité de DPO, ça va être d'être en contact, de gérer ces différentes demandes-là, ce qui peut parfois constituer une surcharge de travail, comme l'expose cette DPO dans une entreprise de retail, où elle me fait savoir que selon elle, il y a une instrumentalisation du droit à la protection des données, c'est-à-dire que le client pas content va souvent utiliser ce biais-là pour faire pression, parce qu'il sait qu'il a des droits. Donc, un client qui n'est pas content, il va dire si c'est comme ça, je vais supprimer mon compte, et puis je vous demande toutes les données que vous avez sur moi, comme ça, vous ne perdez pas du temps, moi aussi, je vous en fais perdre. Donc, où là, on voit que le DPO, en fait, va être à l'interface avec la clientèle et presque en première ligne, ce qu'on pourrait ne pas penser en première instance. C'est pour ça que je le mentionne, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et enfin, la dernière fonction du DPO, mais qui est peut-être, selon moi, la plus importante, c'est ce qui apparaît avec mes entretiens, c'est un rôle qui va être plus diffus et justement de diffusion d'une culture de la donnée personnelle au sein de son organisation. Ça va être d'introduire une logique de la conformité, une réflexivité sur l'usage qui va être fait de données pour rendre en quelque sorte automatique le caractère conforme des usages qu'on va faire des données. Et donc là, c'est une DPO d'un établissement public qui me racontait par exemple avoir commencé son activité après sa nomination en 2018 par faire un tour de l'entreprise pour acquérir une sorte de regard panoptique sur les différentes activités, recueillir les différents besoins, cartographier les besoins, et surtout faire une campagne de sensibilisation et sensibiliser les agents à ce qu'était le RGPD et à ce qu'il allait falloir mettre en place. Et donc, je lui demande, oui, parce que j'imagine que quand vous arrivez, on ne sait pas trop comment s'y prendre et que rien n'est conforme. Elle me dit non, et puis bon, c'est vrai qu'il y a juste ce carton, il y a marqué CNIL, elle me montre un petit carton, pour me montrer qu'en fait, ils partent de zéro ou presque, et que donc, il y a vraiment, le premier des travaux, ça va être d'essayer de sensibiliser à cette notion de protection des données personnelles pour pouvoir ensuite faciliter son travail. Alors, bon, ces différentes dimensions montrent bien que pour réaliser son travail, le DPO a besoin d'être bien implanté dans son organisation et d'avoir des leviers d'action qui vont lui permettre d'embarquer avec lui ses collègues, des responsables de projet, des directeurs de projet, des chefs de projet, dans la conformité. Et donc, pour ça, il faut que le DPO soit reconnu comme légitime pour pouvoir être efficace là-dedans. Ce qui nous amène au deuxième petit point théorique, pas d'inquiétude, c'est le dernier que je vous impose, qui est la notion de légitimité dans la profession, qui a été notamment construite par Andrew Abbott, un sociologue américain, un spécialiste de la sociologie des professions, et qui montre que pour être perçue comme légitime, une profession a besoin de s'appuyer sur une identité professionnelle bien établie. Donc là, je le cite, l'identité professionnelle, c'est ce qui permet aux membres d'une même profession de se reconnaître eux-mêmes comme tels et de faire reconnaître leurs spécificités à l'extérieur, ou en l'occurrence, on pourrait dire à l'intérieur de l'entreprise, auprès de ce que certains DPO peuvent appeler des clients, mais qui sont en réalité leurs collègues. Alors, donc comment se construit cette identité professionnelle auprès d'une profession qui est encore récente? C'est ce que je vais voir dans ce second point. Alors, en mettant l'accent sur, en fait, le fait que cette profession va se construire sur différentes images, différentes figures qui peuvent tantôt être brandies comme des repoussoirs ou tantôt au contraire comme des modèles, et que cette identité va se construire sur un équilibre parfois précaire ou en tout cas compliqué à trouver. Voilà. Alors, la première de ces figures, c'est la figure du juriste.
On peut se dire, bon, DPO, c'est un métier de conformité. Finalement, c'est une espèce de juriste spécialisé dans un domaine. Et puis, et voilà. Bon, les DPO en entretien montrent bien le fait que c'est plus compliqué que ça. Hein, ils attachent souvent beaucoup d'importance au fait de se démarquer de simples juristes, y compris lorsqu'ils sont juristes de formation, mais ils vont dire, donc là je cite une DPO du secteur de la communication, la compétence clé du DPO, c'est cette capacité à communiquer, à faire en sorte que les gens s'approprient le droit. En fait, c'est un conducteur de changement, presque plus qu'un juriste. Donc le DPO doit être très pédagogue. Comment est-ce que je peux faire comprendre plein de choses à des personnes dont ce n'est pas le domaine d'expertise, parce que voilà, elle me raconte avoir fait des formations plus généralistes de gestion d'entreprise, avoir côtoyé des financiers, des comptables, des marketeurs, et le voir comme un avantage en me disant, du coup, je suis capable de parler à tout le monde. Et ça, je pense que les seuls juristes n'ont pas cette capacité-là. Donc, le DPO se distingue du juriste, et encore plus lorsqu'il peut être à son contact. Donc, cette même DPO me raconte avoir un jour embauché deux stagiaires juristes pour rédiger des documents à transmettre aux différents collègues dans l'entreprise. Mais elle me raconte alors, mais là, je suis en train de reprendre ce qu'elle a rédigé, la juriste en question, parce que personne ne comprend rien. Je dois faire les choses beaucoup plus pratiques. Elle écrivait, le RGPD dit que dans tel article, on a ça. Oui, bon, ok. Le texte, oui, le considérant, machin. Et elle rigole pour bien me montrer qu'en fait, reprendre ses seules bases juridiques pour essayer de faire passer le RGPD et la culture conformité par rapport aux données, c'est pas la bonne façon de s'y prendre et qu'il faut trouver des manières justement de traduire le droit et de le rendre accessible pour tout le monde au sein de l'entreprise. Et ce que formule cette autre DPO dans un établissement public de recherche, lorsqu'elle me dit que l'enjeu, c'est d'arriver à identifier au départ des données, en fait, repérer les données, en soi, c'est un travail, parce que parfois, on coche des cases où il y en a ou non, alors qu'il n'y en a pas. Et puis, on ne réfléchit pas à quel type de données. Certains voient la donnée partout et d'autres nulle part. Donc, le premier travail, en fait, de sensibilisation, ça va être de permettre aux collègues, aux chefs de projet, d'identifier ce qu'est une donnée ou non. Donc, de traduire le RGPD pour tout le monde, pour le dire vite. Alors, ce qui apparaît bien avec ce tableau qui reprend donc des éléments de l'enquête faite par le ministère du Travail, qui montre qu'en fait, les compétences juridiques, certes, sont centrales pour les DPO, mais elles sont loin d'être uniques à être centrales. On voit que donc là, la colonne de gauche, en fait, vous avez une évaluation, une auto-évaluation des DPO qui devait classer ces différentes compétences selon leur degré d'utilité de 0 à 5 pour l'exercice de leur métier. Et on voit qu'il y a 4 blocs de compétences qui se dégagent comme centraux à niveau à peu près équivalent, que sont les compétences informatiques, un peu en dessous d'ailleurs, les compétences juridiques, ce qui paraît assez intuitif, mais aussi des compétences techniques métiers et des compétences de gestion de projet et de communication. Ce qui montre bien qu'on retrouve ça dans l'enquête quantitative. Alors, pour défendre ce rapport un peu spécifique au droit, pour rendre le droit appropriable par tout le monde, une de mes hypothèses, c'est qu'en fait, le DPO a tendance à encastrer le droit dans une logique éthique et un argumentaire éthique. Alors, bon, ce qui sort du seul argumentaire juridique pour l'introduire dans une chose plus générale qui est plus capable d'embarquer, comme pourrait me dire un DPO en entretien. Et bon, là, ça paraît peut-être de manière emblématique avec ce DPO d'une grande banque de la place de Paris qui me raconte que être DPO dans une banque, ça a particulièrement du sens. Alors pourquoi? Donc, je lis l'extrait d'entretien. Il me dit la banque, c'est un secteur qui paraît peu éthique. On a tous une mauvaise image du banquier et de l'assureur. Enfin, c'est caricatural, mais c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Et donc, on est un peu les garde-fous pour les empêcher de tourner en rond. Enfin, empêcheurs de tourner en rond, c'est une expression qui revient souvent. On est ceux qui font en sorte qu'on ne dérape pas, qu'on ne déborde pas trop. C'est toute l'ambivalence du truc, c'est qu'on a une fonction un peu noble dans la banque. On apporte cette éthique professionnelle qui manque tant en termes de réputation à notre profession. Et du coup, en même temps, on a ce rapport avec ceux qui font du business comme étant ceux qui sont un peu l'œil de Moscou et qui l'empêchent de faire ce qu'ils veulent. Donc, on voit bien l'ambivalence qui peut frapper la fonction. Mais finalement, j'y trouve mon compte. Lui revendique cette dimension-là. Il dit, moi, j'ai vraiment la sensation de faire un métier éthique. Quand je rentre le soir, je peux me regarder dans une glace, franchement. Voilà, donc, l'éthique qui est vraiment élevée, qui permet de construire une identité professionnelle de façon assez claire ici. Et ce qui est peut-être encore plus clair et plus facile à défendre, lorsque la fonction de DPO va être intégrée aux stratégies RSE de l'entreprise. Là, c'est une autre DPO du secteur du retail qui me raconte ça et qui me dit que sa fonction converge avec une dimension RSE qui est en train de monter.
avec l'éthique des affaires, ça donne du sens, ça tisse des liens. Donc, je lui demande, c'est important pour vous cette dimension-là? Elle me dit, ouais. Et il se trouve qu'au tout début, j'étais raccroché à la direction financière. Et il y a eu un changement d'organisation qui fait que maintenant, elle passe auprès de la directrice RH du groupe, qui a aussi le volet RSE. Et donc, pour elle, ça donne une cohérence globale à son activité. Ça l'inscrit dans un tout. Voilà. Alors, la troisième, donc voilà comment l'éthique peut servir de registre discursif à la construction d'une identité professionnelle pour le DPO. Donc, la troisième figure que je voudrais vous présenter par rapport à laquelle se construit l'identité du DPO, c'est celle de gendarme, alors, qui est assez ambivalente et qui, pour le coup, sert plutôt de repoussoir, hein, mais un repoussoir d'une manière qui, je pense, est intéressante à évoquer. Donc, et à cet égard, petite référence théorique qui est très intéressante, je pense, c'est celle de Marc Langlais, qui a fait une étude sur les déontologues de marché, donc ces gens qui doivent s'assurer de la conformité des actions menées par les traders dans des opérations de trading, justement. Donc, une conformité juridique, mais aussi éthique par rapport aux codes de déontologie qui sont établis par les établissements bancaires ou les fonds d'investissement, et qui montrent bien qu'on retrouve cette dimension d'empêcheur de tourner en rond, qui parfois est difficile à assumer et à vivre pour les DPO, et qui rendent l'activité compliquée. Bon, ce que me raconte une DPO du secteur de la communication, elle me dit, bon, à l'époque, quand j'ai commencé, quand j'allais voir quelqu'un sur la protection des données, on me disait, bon, écoute, t'es gentil, mais nous, on travaille. Donc, c'est difficile de se faire écouter là-dessus, ça n'emporte pas. On peut me dire, par exemple, non, mais pourquoi vous êtes là à me coller? On a toujours fait comme ça. Je vois pas tellement pourquoi ça pose un problème, pourquoi vous avez à en connaître. Bon, ce qui montre la manière dont le DPO peut être perçu dans son organisation et comment ça rend d'autant plus nécessaire des stratégies argumentatives qui permettent de faire comprendre que si c'est important. C'est parce qu'il y a aussi cette hostilité, parfois, en première instance. Mais c'est une étiquette dont les DPO vont vraiment vouloir se distancier. Alors, une fois en entretien, il se trouve que j'ai eu le malheur de poser la question de vous êtes un petit peu les gendarmes au sein de l'entreprise, quelque part, et que là, bon, la DPO rencontrée m'a répondu « Ah non, ça j'aime pas du tout ce terme, franchement. Non, non, mais c'est pas vous, hein, c'est plein de gens. Mais même là, j'ai un directeur qui m'a dit récemment, il y a les gendarmes, puis il y a les chercheurs. Enfin, c'est le travail avec des chercheurs. Et elle était hyper en colère. Elle lui a dit non, non, mais c'est exactement le contraire. Non, non, je suis pas gendarme. » Donc, bon, on voit que c'est une étiquette qui va être vraiment mise à distance, mais on peut se demander comment. Comment, quand les DPO, réussir à tenir à distance cette étiquette de gendarme. Et je pense qu'une des façons de le faire, que j'ai rencontré dans le cadre des entretiens, c'est de présenter la conformité comme étant compatible, voire bénéfique à la réussite économique de l'entreprise. Donc ça, c'est mon DPO du secteur bancaire qui me dit que lui, il se voit plutôt comme ce qu'on appelle un business booster. Il accompagne le métier, c'est vraiment ça qu'il voit. Donc je lui demande, t'es reçu comme ça, t'as l'impression? Et il me dit, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de me vendre. C'est comme ça que je veux que mon équipe marche. Je veux qu'on soit ce qu'on appelle business friendly, c'est-à-dire vraiment proche du métier et accompagnateur, qu'on participe à la création d'un projet ou d'un produit. Bon, ce qui prend sens à titre d'exemple dans le fait que il me racontait que, par exemple, il y a eu un projet qui mobilisait différentes données personnelles et sensibles dans la construction de produits type prêt bancaire, et que lui, à ce moment-là, est intervenu pour dire bah non, telle donnée, ça va être compliqué, vous n'avez pas trop le droit. Par contre, si votre objectif, c'est celui-là, telle donnée, vous pouvez y aller. Donc, je vous suggère plutôt de faire ça. Non seulement on sera conforme, mais en plus, ça marchera aussi bien, voire mieux. Donc, voilà comment une fonction qui pourrait être celle de gendarme qui interdit au départ va se retourner pour favoriser le business et trouver une porte de sortie honorable pour tout le monde, en tout cas profitable pour tout le monde. Et donc, deuxième façon, à mon avis, de contrer cet argument du gendarme, c'est de présenter le DPO comme facteur confiance de l'entreprise. Donc, ce qui est peut-être plus attendu comme argumentaire, mais qui est important à mon avis, c'est de présenter la confiance que le client va avoir en l'entreprise comme une valeur économique, en fait. Et donc, ça, c'est ce que me dit le DPO dans le secteur du luxe, en me disant que le client, c'est vraiment leur priorité, parce qu'en termes d'exposition au risque, c'est plus important qu'une sanction financière que pourrait nous imposer la CNIL, en fait. Ça va être la publicité de la fonction qui va être dangereuse, plus que la sanction financière. Alors, on me dit, surtout chez nous, parce que nous, on a beaucoup de clients, des acteurs, des gens du monde politique. Évidemment, si leur données fuitent, ça causerait des problèmes. En termes d'exposition médiatique, ce serait énorme. Quand, par exemple, vous allez nuire à Brigitte Macron, là, vous perdez la confiance au-delà des risques juridiques et de la sanction à 4%. Voilà. Donc, le DPO, c'est aussi celui qui va éviter un risque réputationnel, mais aussi garantir une bonne image à l'entreprise
en proposant un rapport aux données qui va être perçu comme conforme. Alors, donc, comment, à travers cet équilibre dont on sent bien qu'il est complexe à trouver entre différentes figures, entre indépendance, entre le rôle de gendarme, le rôle de juriste, éthique, etc., comment le DPO parvient à exercer son activité de manière indépendante. Bon, j'en fais un point parce que c'est, je pense, une question qui est importante et qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans le guide RGPD du DPO mis à disposition par la CNIL, qui mentionne 4 fois le terme d'impartialité et 18 fois le terme d'indépendance quand même, et qui dit notamment que le DPO doit avoir une impartialité objective, donc ne pas être jugé parti, donc ne pas être amené à contrôler ce que lui-même décide, et une impartialité qui va être subjective aussi, qui voudrait que le DPO soit à l'abri d'influences guidées par des intérêts divergents, de nature à altérer la liberté de ses positionnements. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas de soi du tout. En effet, bon, là, c'est une formule qui est assez parlante, je trouve, d'un DPO du secteur de l'industrie, qui me dit que le DPO est entre le marteau et l'enclume, entre le monde de l'entreprise opérationnelle et les autorités administratives. Et par exemple, il me rend compte d'un cas où, comme on voulait dire à une entreprise, aujourd'hui, tu n'utilises plus Microsoft parce que c'est soumis à la loi américaine. Donc, tu veux arrêter d'utiliser Microsoft, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, c'est pas possible. Alors, nous, DPO, on est entre les deux, avec parfois une réconciliation qui paraît presque impossible entre la conformité, la norme, le règlement, et puis les intérêts économiques d'une entreprise. Et donc là, le DPO doit faire des arbitrages, contribuer à faire ces arbitrages. C'est pas lui qui est responsable, mais être un rôle de conseil, d'arbitre, de chef d'orchestre, on pourrait dire. Mais ça demande beaucoup d'indépendance et on sent bien que ça peut être compliqué. Alors, et d'autant plus compliqué parfois lorsque de nombreux niveaux hiérarchiques séparent le DPO du top management ou de la direction de l'entreprise. Bon, ça, c'est le DPO du secteur du luxe qui me dit ça. Et en fait, moi, je suis DPO du groupe, je suis rattaché au directeur de la conformité, qui lui-même est rattaché au directeur juridique du groupe, qui lui-même est rattaché au directeur général de la gouvernance, qui lui-même est rattaché, donc il continue comme ça à m'égrener un peu les échelons qu'il sépare du top management, en disant, bon, donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait beaucoup de niveaux, ça fait beaucoup d'étages, alors que le DPO doit être indépendant et doit avoir un rapport direct avec le niveau le plus élevé de la hiérarchie. Et moi, je me disais, je suis rattaché au directeur juridique, donc comment est-ce que je vais faire pour être indépendant? Donc voilà, donc c'est une question. Et je pense que la position hiérarchique du DPO dans l'organisation est déjà un premier indice des moyens qu'on met pour cette conformité-là et de l'importance qu'on accorde au sujet en tant que chef d'entreprise ou que direction. Alors, mais le DPO va réussir à trouver des ressources pour faire valoir son indépendance dans son organisation. Et ça, c'est le point sur lequel je vais terminer. Une des premières ressources, c'est la présence d'une institution de contrôle qu'est la CNIL. En fait, bon, là, on a les différentes opérations de contrôle qui ont été menées par la CNIL en 2020, qui sont en augmentation en 2021, avec quelques sanctions remarquables d'Amazon, de Google, etc., qui vont construire un paysage où la sanction existe. Et donc, le risque de non-conformité existe de manière sonnante et trébuchante. Et en fait, ça va être des arguments importants pour les DPO qui vont pouvoir s'en saisir pour faire valoir l'importance de leur fonction dans l'entreprise. Et parfois, maintenir l'hypothèse ou rappeler l'hypothèse d'une sanction peut renforcer sa position. Bon, voilà ce que me raconte un DPO du secteur du retail. Il me dit, bon, aujourd'hui, l'amende, elle va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça veut dire que notre sanction maximum pour notre groupe, elle est à 250 millions d'euros. Bon, je dis, attention, elle n'est pas forcément à 250 millions d'euros, toujours, mais c'est le maximum. C'est quand même énorme. Mais alors, lui me dit ensuite, bon, je ne dis pas, vous inquiétez pas, parce que de toute façon, quand vous faites de grosses erreurs comme Carrefour ou H&M, c'est même pas 50 millions d'euros. Je ne dis pas parce que sinon, ils vont se dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, j'ai pas envie de leur envoyer cette image-là. Donc, je ne veux pas leur faire peur, mais je leur dis pas non plus qu'il n'y a pas de grosses sanctions. Donc, voilà comment le DPO, en maintenant cette idée de sanction, peut réussir à essayer d'étendre ou de conserver un territoire professionnel au sein de l'organisation. Et enfin, et pour assurer un début de transition avec ce qui va suivre ensuite, d'autres ressources dont on va pouvoir s'emparer les DPO pour faire valoir leur indépendance, c'est aussi des ressources qui vont être en dehors de l'organisation, entre DPO. Donc, ça peut être à travers une association professionnelle, donc exemplairement la FCDP, dont Paul-Olivier Gibert vous parlera
tard. Mais ça peut aussi être par des réseaux plus informels, dont me parle ce DPO, en me disant, voilà, bon, ça peut être dans un bar où tout le monde peut nous entendre, et là, il n'y a rien de confidentiel. Mais c'est vrai qu'une fois, on fréquentait un petit endroit, je me souviens avoir pris une photo, et quelques jours plus tard, en regardant la photo, je me suis dit, on était vraiment dans une ambiance de cartel, on avait l'impression d'être dans les années 30 à l'île Maurice. Mais je crois que c'est important de se partager entre DPO, parce que si on est isolé, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Mais bon, on ne se met pas toujours d'accord, hein, on n'est pas vraiment un cartel. Donc évidemment, l'image du cartel, c'est plus pour la blague, mais ça permet d'avoir à l'esprit le fait que les règles vont aussi se construire de manière plus informelle entre DPO d'un même secteur qui vont pouvoir partager des pratiques et établir en fait ce qui va devenir ensuite des jurisprudences si c'est reconnu par la CNIL. Et le fait d'être à plusieurs à le faire, c'est un moyen de le revendiquer de manière plus forte. Donc le collectif entre DPO d'un même secteur peut constituer une ressource. Donc en conclusion, donc ce qu'on a vu, c'est que la profession de DPO, enfin le métier de DPO, c'est une profession à plusieurs facettes qui pose la question de la formation et du profil des DPO pour articuler ces différentes facettes et notamment cette manière à traduire le droit et à le faire accepter par des personnes au profil très différents. Bon, alors en tant que sociologue, c'est très intéressant de s'intéresser à cette profession vu qu'on peut la prendre comme un laboratoire de la construction d'une identité professionnelle en tant que profession récente, encore en cours de construction. Et on peut voir qu'il y a différentes figures qui viennent se mêler, se confronter entre juristes, gendarmes, business boosters, que le DPO doit manœuvrer pour réussir à faire valoir un territoire professionnel et sa légitimité. Et que dans cette entreprise-là, le collectif et les associations professionnelles, les institutions, peuvent constituer des ressources dans un contexte organisationnel qui est incertain. Je vous remercie et donc je rends la parole à Kevin. Merci beaucoup, Alexis, de cette présentation extrêmement claire. Alors, je vous propose qu'on garde plutôt la séquence de discussion avec le public à la fin des 3 interventions. Donc, vous pourrez pour cela réagir à travers le chat, donc l'onglet discuter, et aussi l'onglet Q&R qui vous permet de poser des questions directement aux panélistes. À chaque fois, évidemment, on reprendra à l'oral les questions pour faire réagir nos participants. Donc voilà, donc je vous propose vraiment qu'on garde ces questions et cette discussion pour la suite. Et éventuellement, oui, Alexis, si tu peux ou arrêter de partager ton écran. Voilà, je vais donner la parole à présent donc à Olivier Gibert, donc on est très heureux d'accueillir. Paul Olivier, vous êtes donc le président de la FCDP, donc de l'association professionnelle principale. Voilà, je vous avais demandé de nous parler de votre expérience au sein de cette association et je suis persuadé que vous avez aussi des réactions à ce que vient de dire Alexis. Donc, je vais tout de suite vous donner la parole pour une intervention. Alors, je commence. Tout d'abord, vous remercier, vous poser une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est fort et clair? Parfaitement, vous entendez parfaitement. Merci pour ce signe d'approbation. Alors, je suis très content de participer à ce webinaire sur le thème de l'identité professionnelle du DPO. Parce que je ne suis pas sociologue, mais la problématique de la constitution d'une profession, d'une identité, a été au cœur du projet de la FCDP. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on a écrit dans les statuts. On a fait des choses sur les statuts qui étaient plus proches du droit des associations. On a des DPO qui ne sont pas sociologue, c'est une des caractéristiques de la formation, c'est-à-dire que la sociologie, c'est une sous-partie des autres formations que les juristes et les profils. Et en fait, en tout cas, depuis que la FCDP a été créée, l'idée, c'est de dire que c'est effectivement une activité, un métier. On a sorti il y a 7-8 ans un livre sur le CIL, le correspondant informatique et liberté, dans lequel on disait c'est plus qu'un métier. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ce document. On sera très heureux de nous en offrir quelques-uns, il en reste. Et l'idée, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un métier, c'est une activité qui se développe
et qui se construit. Et donc, toutes les questions que vous avez posées, que vous avez évoquées à travers votre étude terrain et vos entretiens, ont eu beaucoup d'écho sur le projet associatif que nous avons mis en place. Et c'est aussi des choses que je retrouve dans ma pratique de DPO délégué dans le cadre de ma société. Alors, donc, on est content de voir que nous sommes enfin devenus un objet de recherche, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une véritable existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des sociologues viennent travailler sur ces sujets, on est très intéressé. Et pour la poursuite de votre postdoc, je ne sais pas, il vous reste combien de temps là-dessus? On est à mi-chemin, donc on a vous venez nous voir quand vous voulez et on répondra à toutes vos questions et peut-être même plus. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a un enjeu qui est derrière, mais on ne le perçoit pas comme étant un enjeu de type sociologique. C'est-à-dire que les enjeux autour de la fonction de DPO sont des enjeux qui sont autres que ceux de la constitution d'une identité professionnelle. Si on reprend un exemple, il y a un métier il y a deux métiers que j'utilise un petit peu comme vous. Alors, à la limite, vous me dites combien de temps il me reste, parce que je suis capable de tenir jusqu'à 21h30, 22h. Donc, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, revenons sur le sujet. En fait, il y a deux métiers dont la structuration nous a intéressés et ne nous sert pas de référentiel, mais nous sert un petit peu de benchmark lointain. C'est les métiers de la RH, des ressources humaines, et les métiers de la finance. Et là, le point commun est extrêmement fort. C'est-à-dire que les métiers de la finance, ça va du directeur financier, on va parler des GAFA, donc une entreprise qui est mondiale, dont le volume d'activité est en centaines de milliards de dollars ou d'euros, et qui a des problématiques qui, par certains aspects, peuvent être très proches de ceux des États. C'est-à-dire que si jamais on a Apple qui fait, a priori c'est mal parti, qui fait défaut, on aura des conséquences qui seront équivalentes à la défaillance d'un État en termes de dettes et de choses qui disparaîtront. Et puis à côté de ça, donc les directeurs financiers d'Apple, c'est quand même un sacré job. Mais si on regarde la fonction par rapport à une autre organisation, c'est le même besoin que le comptable unique dans une PME ou de la secrétaire administrative. C'est-à-dire qu'on compte bien les sous et qu'on fasse bien rentrer les sous et que toutes les dettes soient payées en temps et en heure. Et donc, pour le DPO, on a également cette problématique. Vous avez un DPO pour les World Companies et puis un DPO pour les PME. Je pense qu'effectivement, il n'est pas pertinent. Autant je crois qu'une entreprise qui ne suit pas son compte bancaire finit par avoir un problème. En tout cas, il n'est pas certain que toute entreprise et toute structure ait besoin d'un DPO. Et donc, on a cette problématique de différence de taille qui est exactement la même pour la fonction financière et pour la fonction RH. Donc, on a des problématiques qui ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a un trait commun qui est important. Donc, ça, c'est un des points qui est à mettre en avant. Et ensuite, quels sont les enjeux du DPO? Les enjeux du DPO, on est dans un cadre macro qui a été fixé il y a 40-50 ans, avec la première série de réglementations sur la protection des données à caractère personnel, qui avait en fait deux fonctions. À la fois protéger les droits et libertés des personnes, c'est ce qu'on retrouve autour de l'article 1 de la loi informatique et liberté. Et puis, deuxième préoccupation, qui est à peu près la même, c'est permettre la libre circulation des données des personnes. Et donc, si on voit aujourd'hui ce qui se passe, alors, c'est un petit peu démago de parler de l'Ukraine, mais très clairement, les enjeux ne sont pas très très loin. Ils sont quand même assez proches. Évidemment, c'est moins violent quand on parle de protection des données à caractère personnel. Mais un des enjeux qui est derrière, c'est quelle autonomie j'ai, quelle souveraineté j'ai sur mes données à caractère personnel. Le RGPD, dans les États totalitaires, et il y en a un certain nombre, je ne les citerai pas parce que je ne fais pas de politique, mais à vous de voir comment on peut faire le rapprochement, ils sont très contents de faire appliquer des réglementations s'inspirant du RGPD aux acteurs privés.
Mais en revanche, pour eux, pour l'État, certainement pas. Alors effectivement, en Union européenne, on a des régimes qui sont différents entre ce qui relève des acteurs publics, donc une partie des activités sont soumises au RGPD, et puis les directives police-justice. Mais le fait est, c'est qu'il y a quand même une notion, des éléments qui sont communs dans ces deux éléments. Donc en fait, un des enjeux qui est derrière la fonction de DPO, c'est comment on gère cette articulation entre quelque chose qui devient très utile dans la production de valeur, pour l'économie, et qui touche aussi beaucoup les droits et libertés des personnes. Et un des intérêts du RGPD, et si on reprend un petit peu l'histoire, 2005, pour ceux qui étaient nés ou qui étaient... c'est l'année où la France, avec sa célérité habituelle, à l'époque, transposait une directive européenne sur la protection des données à caractère personnel, qui de mémoire était de 91. Donc, ça a été plutôt rapide, puisque ça fait moins d'un siècle, pour la transposer. Et à l'époque, le président de la CNIL, Alex Türk, avait réussi à imposer la mise en place du correspondant informatique et liberté, qui était une disposition optionnelle de cette directive à un titre expérimental. Alors, je sais qu'Edwin Vincent on ne peut pas dire dans la salle, mais derrière l'écran. Donc, je suis très content de vous saluer, Edwin. La personne qui vous a précédé dans vos fonctions disait ouais, ce serait bien si en 3 ans, on pouvait en avoir 50. On en a eu quelques centaines, quelques milliers, et ça a même justifié la création d'une association pour les regrouper et les présenter. Donc, en fait, on a un point qui est très... on a quelque chose qui correspond correspondait à un vrai besoin et qui a été quelque part ratifié par le RGPD en rendant cette fonction obligatoire pour tous les acteurs publics. Et un des points qui est important, c'est que la réglementation n'est pas exactement la même lorsqu'on est l'État dans les fonctions régaliennes, dans une collectivité territoriale ou dans une entreprise. N'empêche que la fonction de DPO doit exister de manière obligatoire pour toutes les autorités publiques et de manière optionnelle, mais quand même, dès qu'il y a une grosse utilisation des données, pour les acteurs privés. Donc, l'un des points qui est intéressant, c'est que le DPO, c'est aussi une fonction qui est quelque part une rénovation, c'est des termes que je n'ai pas employés depuis très longtemps, une modernisation de l'action publique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exclusivement des structures administratives, ce n'est pas exclusivement des autorités administratives, mais c'est aussi quelqu'un qui, au sein d'une organisation, d'une structure, est missionné pour trouver une solution d'équilibre entre les besoins de la structure, de son fonctionnement, qui, il faut arrêter de le dire, ne sont pas tous des besoins totalement illégitimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté les méchants responsables de traitement face aux gentils utilisateurs qui sont plumés et maltraités par les méchants responsables de traitement, et avec le DPO qui se retrouve entre les anges et les diablotins. Donc c'est une situation qui est un petit peu plus complexe, mais ce qui est intéressant, c'est la possibilité de trouver le point d'équilibre le plus proche du fonctionnement concret de l'organisation et de la relation et des interactions entre les individus et l'organisation. Et c'est ça qui fait qu'il y a une dynamique assez forte autour du DPO. Alors, ensuite, ce qu'on fait, nous, au sein de la FCDP, c'est de fournir des espaces d'échange. Donc, ils sont de plusieurs natures. On a un échange qui se fait à travers notre réseau social, Agora, où on a pratiquement les 3000 utilisateurs actifs sur un total de personnes physiques connues par la FCDP qui est de l'ordre de 6500. Donc, ce qui est a priori un taux d'enrôlement assez fort et avec de nombreux échanges. Ensuite, on a aussi des activités qui se présentent sous la forme de réunions. C'est-à-dire que globalement, il y a à peu près 1 à 2 réunions dans le périmètre de la FCDP par semaine. Peut-être pas un petit peu moins au mois d'août, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est-à-dire 4 à 5 par mois. Donc ça, c'est effectivement cette dynamique, et c'est cette dynamique qui finalement vient des adhérents, vient des professionnels qui ont besoin, comme vous l'avez expliqué et démontré, de se rencontrer, d'échanger entre eux, parce qu'une des spécificités du métier, c'est que si tu es indépendant, tu es un peu seul. Et donc, il y a besoin d'avoir des lieux d'espace, d'échange pour échanger
sur les problématiques propres à la protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est une des dimensions. Donc ça se présente à la fois par des réunions présentielles, mais aussi par des webinars. Et puis, on en organise aussi pour les sujets d'actualité, dont certains peuvent être posés par des décisions de la CNIL, puisqu'on a fait un webinaire avec nos adhérents sur les conséquences donc, des décisions de la CNIL sur Google Analytics, où on avait 400 personnes. Voilà, c'est un petit peu comme ça que l'on fonctionne, c'est comme ça qu'on s'organise pour permettre cette forme de dynamique, et qu'on est à la fois le moyen et la conséquence de ce dynamisme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une réalité sociologique, permettre de parler de réalité sociologique tout en n'étant pas sociologue, donc je compte sur votre indulgence, on a une réalité qui se traduit par un dynamisme, et ce dynamisme s'appuie, est à l'origine de la création et du développement de cette association, qui elle-même rétroagit en permettant d'avoir des modalités un petit peu de représentation et de présentation de l'association, ce que l'on retrouve à travers le développement d'une activité de communication presse. Et puis, on a aussi des points d'entrée. Il y a des fois où on est, en cas d'évolution législative, on est entendu par le Parlement. Et puis, on a des modalités d'échange régulières avec la CNIL, de manière trimestrielle avec Albin, et au niveau de la présidence et du secrétariat général sur une base globalement annuelle, modulo les contraintes de confinement et autres joyeusetés de ce type. Donc voilà un petit peu comment on pense. On pense qu'il y a quelque part, derrière le DPO, il y a un besoin qui l'incarne et qui est sans doute de trouver un équilibre entre le local et le général, et pas simplement dans la position de l'enclume et du marteau entre les besoins opérationnels et les besoins de la réglementation. C'est plutôt, parce que le RGPD est aussi il est compliqué, il est très mal écrit. C'est écrit en anglais de Bruxelles et traduit par des gens qui ne devaient être, qui ont pris français en option au bac en 14e langue. Mais bon, c'est quand même très très mal fichu. Mais l'idée qui est derrière, c'est de poser des principes et d'avoir des éléments d'articulation pour en permettre une application simple et pratique. Donc les besoins, c'est quand même un bon outil. Il a des défauts, mais c'est un bon outil, et qui permet de trouver un point d'équilibre qui est intéressant et pertinent pour une société où il y a de plus en plus de choses qui sont de points d'activité qui sont liés à l'élément numérique, donc à l'utilisation des données à caractère personnel. Et donc, plus la vie est transparente, plus il y a ce type de besoin. Il y a une vraie nécessité d'assurer cette protection, mais de manière pertinente, c'est-à-dire pas de manière trop centrale, pas de manière trop globale, et de permettre de trouver un point d'équilibre qui est pertinent pour une PME de 15-20 personnes, comme pour une grande entreprise de 250 000 personnes ou une grande administration. Voilà, j'ai terminé, je peux parler encore pendant quelques temps. En revanche, je vais être obligé de vous abandonner vers 17h30 pétante. Donc, pour la personne qui va me moduler les éventuelles questions, s'il y en a pour moi, peut-être, peut-être pas, je préférerais les prendre en premier. Et en revanche, pour M. Louvion, vous revenez. Mon adresse mail est très facile à mémoriser, c'est président@afcdp.net. Donc, vous m'écrivez, puis on trouvera les temps nécessaires pour que vous puissiez avoir toutes les ressources, tous les matériaux nécessaires pour compléter votre postdoc. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Paul-Olivier. On est dans les temps, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir Si j'ai disposer encore d'un des temps de minutes supplémentaires, je peux discussion y aller, et terminer comme prévu à 18h30. Donc, il n'y a pas de problème Parfait. par rapport à ça. Et je vais tout de suite donner la parole à notre troisième intervenant, Xavier. Peut-être pendant que tu te présentes, je vais me charger de mettre la petite slide que tu m'avais confiée. Merci, merci Alexis, et puis merci Kevin, et merci Alexis, et merci à Paul-Olivier Gibert d'avoir accepté notre invitation de participer à ce webinaire. C'est toujours très intéressant d'entendre Paul-Olivier Gibert de parler de l'AFCDP, et j'étais très intéressé aussi par ce que j'ai entendu d'Alexis Louvion. On y reviendra sans doute avec les questions.
Alors, comme l'a indiqué Kevin Mellet, j'interviens ce soir pour témoigner de mon expérience en tant que professeur de droit du numérique, fondateur d'une formation diplômante de niveau Bac+6. Cette formation, elle est accréditée par la Conférence des grandes écoles en tant que master spécialisé. Le master spécialisé Data Protection Management, c'est le nom de ce programme. Il a pour ambition, c'est pas un scoop, de former des DPO, des délégués à la protection des données, mais en tant que cadre de haut niveau, qui sont aptes à maîtriser et à mettre en œuvre des programmes de conformité en matière de protection des données dans des entreprises d'envergure internationale. C'est un master en alternance qui compte 420 heures de cours qui sont étalés sur 12 semaines dans l'année. Et j'ajoute qu'il faut rédiger une thèse professionnelle pour être diplômé. Le texte de présentation du webinaire pose des questions de fond s'agissant de la formation des DPO. Quelle formation ont-ils suivi? Quelles sont les exigences du règlement général de l'Union européenne sur la protection des données, autrement dit du RGPD, en matière de formation? Et si j'ai bien compris, il m'incombe d'y répondre ce soir, de vous faire un retour d'expérience de responsable de formation. Alors, même si j'ai accepté la mission, en vérité, elle me semble doublement difficile, voire impossible à atteindre. Pourquoi? D'une part, parce que je ne dispose que de 15 minutes pour traiter de ce sujet majeur. Est-ce qu'on va demander à un médecin de parler en 15 minutes de la formation médicale? Bon, vous me direz, le parallèle est osé, mais je m'y risque. D'autre part, et surtout, parce qu'on peut se demander, et c'est ce que vous voyez sur l'unique diapositive qui est affichée grâce à Kevin, on peut se demander si la formation au métier de DPO ne constitue pas un impensé du RGPD, une sorte de trou noir ou gris de ce texte. Je vous laisse choisir la couleur que vous préférez. Je vais vous livrer ma lecture, forcément subjective, et surtout mon retour d'expérience de responsable de formation à cette question qui, j'en ai conscience, peut de prime abord être provocante. Auparavant, je voudrais rappeler à nos auditeurs, j'imagine qu'ils ne sont pas toutes et tous familiers avec le RGPD, quelques idées fondamentales qui ont déjà été évoquées notamment par Paul-Olivier Gibert, sur ce texte. Alors, sur la forme, le RGPD, je ne reviens pas sur l'écriture, mais sur la forme. C'est quand même un texte volumineux, texte juridique de nature supralégislative, au-dessus de loi. Il fait 88 pages, il compte 99 articles, 173 considérants, et c'est un texte qui vise à mettre fin à ce que nous, on appelle, les juristes, la fragmentation juridique, c'est-à-dire éviter autant que faire se peut les différences de disparité législative en matière de protection des données entre États membres de l'Union européenne. Alors, quant au fond, le RGPD, c'est un texte disrupteur par rapport au droit antérieur. Il opère en effet d'importants changements de paradigme par rapport à la directive générale du 24 octobre 1995, le RGPD l'a remplacé, et par rapport à la loi française de 1978, qui a dû être actualisée et ordonnée pour la rendre cohérente avec le RGPD. Je prendrai rapidement deux exemples de la disruption apportée par le RGPD en matière de protection des données. Alors, j'aime pas dire à caractère personnel, je préfère dire plus directement les données personnelles. La principale disruption, à mon sens, c'est de passer d'une logique, au fond, assez française de contrôle administratif, a priori, les fameuses formalités préalables à la mise en œuvre des traitements de données personnelles de l'ancienne loi française informatique et liberté, à une logique anglo-saxonne d'accountability, qu'on peut traduire de par redevabilité, responsabilité, logique qui oblige, on le sait, les responsables de traitement, les sous-traitants à devoir expliquer, être en mesure de démontrer comment, notamment en cas de contrôle de la CNIL, ils respectent les obligations du RGPD. Le deuxième changement majeur, il est directement en rapport avec le sujet du webinaire de ce soir, puisque ça a été dit, le RGPD rend obligatoire, contrairement à la loi informatique et liberté qui en 2004 prévoyait la fonction de correspondant informatique et liberté, le RGPD rend obligatoire dans un certain nombre de cas, notamment comme l'a rappelé Paul-Olivier Gibert, dans le cadre des autorités ou organismes publics, hôpitaux, collectivités territoriales, par exemple. Alors, compte tenu des risques, notamment financiers, liés au non-respect du RGPD, on a souvent entendu les amendes, 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial, un consensus existe sur le fait qu'on ne peut pas s'improviser DPO.
la formation des DPO demeure un enjeu majeur pour leur permettre de mener à bien leur mission. Ce n'est pas Xavier Strubel qui le dit, c'est l'enquête de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, menée en 2019 et 2020 par l'AFPA pour le compte du ministère du Travail. Le RGPD, en rendant obligatoire la fonction de DPO, a été un indéniable booster sur le marché de la formation professionnelle. Alors certes, il existait des formations à la fonction de correspondant informatique et liberté avant l'entrée en vigueur du RGPD, mais le RGPD a véritablement fait décoller le marché de la formation. On a vu apparaître entre 2016 et grosso modo 2019 une offre pléthorique de programmes répondant à toute une gamme de besoins, des formations courtes à des formations longues. De fait, avec le RGPD, les DPO sont devenus de véritables stratèges de la mise en conformité de leur organisation aux droits des données personnelles. Comment former de tels professionnels, comment former de tels, on a pu utiliser l'expression Superman ou Superwoman de la donnée, de la protection des données? Telle est la question que je me suis posée dès la publication du RGPD et même avant. Et j'ai essayé d'y répondre avec des convictions fortes que je souhaite ici partager ce soir avec vous. Première conviction, pour exercer ce métier de DPO, il ne suffit pas de suivre quelques jours de formation ou d'auto-formation, même l'excellent cours en ligne de la CNIL. Deuxième conviction, même si certains employeurs le demandent, contrairement au RGPD, il ne suffit pas non plus d'être certifié DPO par un organisme agréé par la CNIL après avoir suivi 35 heures de formation si on n'a pas les 2 ans d'expérience requis. Comme l'AFCDP, et là je parle sous le contrôle de Paul-Olivier Gibert, qui doit toujours être présent parmi nous, j'ai la conviction qu'il faut privilégier pour être DPO une formation longue, 6 mois, 1 an, pour exercer ce métier, en faisant prendre le moins de risques possible à son employeur ou à son client si on est DPO indépendant. Alors, quelles sont les exigences du RGPD en matière de formation des DPO? Est-ce finalement, comme je l'ai laissé entendre, et comme vous le lisez sur la diapositive, cette formation des DPO, est-ce que c'est une problématique impensée du RGPD? Oui, d'une certaine façon. Force est de constater que le RGPD ne traite pas directement de cette question. Je vais essayer d'expliquer et de justifier pourquoi. Alors, le RGPD apporte cependant d'utiles indications sur les qualifications professionnelles nécessaires pour pouvoir être désigné en tant que DPO et partant, pour créer un programme de formation dédié à ce métier émergent. Alors, je vais reprendre rapidement ces 2 points. Kevin m'arrêtera si je dépasse les 15 minutes qui m'ont été imparties. Alors, le premier point, oui, le RGPD n'aborde pas frontalement, directement, la question de la formation nécessaire pour exercer le métier de DPO. Faut-il lui en faire grief? Je ne le crois pas. En effet, le RGPD ne peut pas aborder en profondeur tous les sujets. De surcroît, ce n'est pas la fonction d'un texte juridique de cette nature, un règlement européen, de traiter de cette question qui relève plus d'un règlement d'application d'une loi au sens du droit français. Le RGPD n'exige aucun diplôme, aucune certification professionnelle pour devenir DPO. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Il ne comporte pas plus d'indications substantielles et précises sur la formation à suivre pour devenir DPO. Le RGPD exige néanmoins, c'est là où j'apporte un tempérament, certaines qualifications professionnelles pour la désignation d'un DPO. Alors, je me permets de faire une remarque terminologique un peu caustique, et là, je vais demander un peu d'indulgence pour indiquer que les rédacteurs du RGPD ne sont pas, me semble-t-il, des spécialistes ni de gestion des ressources humaines, ni de formation professionnelle. Parce que si tel était le cas, ils auraient employé le terme de compétence au lieu de qualification professionnelle. J'observe que ce terme de compétence est bien dans l'air du temps législatif. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel y consacre ainsi un titre premier dénommé « Vers une nouvelle société de compétences ». Alors, quelles sont justement les compétences attendues d'un DPO selon le RGPD? Eh bien, le RGPD nous dit, je vous fais grâce des numéros d'articles, qu'un DPO est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, mais aussi de sa capacité à accomplir les missions visées dans le RGPD. Alors, ces missions
sont notamment d'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du RGPD. La mission aussi de contrôler le RGPD, de dispenser sur demande des conseils en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données. Les lignes directrices de l'ex-G29, aujourd'hui Comité européen de la protection des données, qui regroupe les autorités de protection des données de l'Union européenne, précisent un peu plus que le RGPD le niveau d'expertise et les compétences attendues d'un DPO. Un DPO devrait ainsi, selon les lignes directrices, avoir, outre des compétences juridiques, outre des compétences en informatique, une bonne connaissance de son secteur d'activité et de l'organisation. Alors, comment, moi, responsable de formation, ai-je interprété à la fois les indications du RGPD, mais aussi des lignes directrices, pour concevoir le master spécialisé Data Protection Management? Mais ce programme apporte non seulement les compétences minimales exigées par le RGPD et les lignes directrices, c'est-à-dire qu'il répond à la fois à la nécessité d'apporter des compétences en droit des données personnelles, en pratique des données personnelles, permettre à nos diplômés, aux futurs diplômés, de mener à bien les missions qui sont prévues par le RGPD, mais le programme apporte aussi des compétences autres, des compétences en négociation, en médiation, en management des organisations, en éthique, et j'étais content qu'Alexis utilise le terme d'éthique, éthique et management responsable des données. Alors, en plus des indications du RGPD et des lignes directrices, nous, c'est-à-dire les responsables de formation, disposons aujourd'hui d'autres sources intéressantes d'informations sur les compétences attendues d'un DPO. La première de ces sources émane de la Commission nationale informatique et liberté. La CNIL, sous l'impulsion de sa présidente, Marie-Laure Denis, mène, il faut le dire, une politique proactive, notamment en matière de formation des DPO. C'est sans doute, ça c'est mon interprétation, sa façon de combler, j'allais même dire compenser les non-dits du RGPD et de la loi informatique et liberté. La CNIL propose aux DPO des journées de présentation, des ateliers thématiques. Mais la CNIL, surtout, a adopté en 2018 2 référentiels intéressants en matière de certification des DPO. Celui qui m'a le plus intrigué et intéressé en tant que responsable de formation est le référentiel de certification qui fixe en particulier les 17 compétences et savoir-faire attendus pour être certifié en tant que DPO. Par exemple, savoir identifier la base juridique d'un traitement ou établir des procédures pour recevoir et gérer les demandes d'exercice des droits des personnes concernées. Moi, personnellement, je préfère dire des personnes fichées. Même si ce référentiel concerne un processus de certification qui n'est nullement obligatoire, je le répète, il est selon moi indispensable de s'y conformer pour concevoir un programme de formation dédié à ce métier. Alors, l'autre source qui m'a été très utile pour parfaire le contenu du programme pédagogique du Master Data Protection Management, ce sont justement les différentes enquêtes qui ont été effectuées sur ce métier de DPO depuis 2018. L'enquête de l'AFPA a déjà été mentionnée, celle menée en 2019 et 2020 pour le compte du ministère du Travail. Cette enquête, elle a conforté une intuition que j'avais, une intuition selon laquelle les DPO, quelle que soit leur origine disciplinaire, bon, il y a beaucoup de juristes, il y a aussi beaucoup d'informaticiens dans cette profession, les DPO se doivent toutes et tous de posséder des connaissances et des compétences en gestion de projet. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté un tel cours dans le programme du master, alors qu'à l'origine, il n'y figurait pas. Voilà. En conclusion, je tiens à dire que beaucoup reste à apprendre sur la profession de DPO, et c'est pour la raison pour laquelle l'enquête sociologique menée par Alexis va nous apprendre énormément sur le sujet et va faire émerger toute la complexité et toutes les tensions que peuvent éprouver en pratique les professionnels qui exercent ce métier passionnant de DPO. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. C'est parfait, merci beaucoup Xavier pour ce petit aperçu et ces petites provocations, comme on dit en anglais, pour susciter effectivement la discussion. Alors peut-être pour l'ouvrir, je peux relayer en fait des premières
remarques et questions qui ont été faites sur le fil de discussion. Donc, la première, c'était une réaction de Philippe Nou à l'intervention de Alexis. Remarque en complément pour Alexis des moyens possibles pour le DPO de faire passer ses messages et défendre son indépendance. Un autre levier peut-être pour le DPO de se rapprocher des IRP, représentants du personnel, et en particulier du CSE, qui en l'auditionnant peut servir de relais auprès des salariés, mais aussi interpeller la direction au regard des moyens mis à sa disposition de prévention des risques, ici économiques et de réputation inhérents à la non-conformité. Donc, je ne sais pas si c'est plus une remarque, je pense, un commentaire On qui peut faire un appelle… commentaire Oui, rapide et Paul-Olivier, bien en sûr. critère historique. Du temps du correspondant informatique et liberté, il était prévu que les IRP soient informés de l'existence du DPO et de ses missions. C'est effectivement intéressant, mais la fonction des IRP, c'est d'assurer la représentation et la protection du personnel, pas de veiller à ce que les données à caractère personnel soient respectées, soient traitées en conformité. Ça pourrait effectivement rejoindre la problématique ça pourrait se rejoindre pour celle concernant le personnel. C'est beaucoup plus discutable pour celle concernant le client ou d'autres parties. Et puis, il y a quand même toujours ce problème, c'est le DPO, c'est quelqu'un qui est dans l'organisation, certes avec des éléments d'indépendance de fonctionnement, et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de risque de confusion d'intérêts entre ce qui relève… parce que, bon, le CSE, c'est quand même une représentation syndicale, mais il y a aussi une dimension politique. Donc, il y a un risque d'instrumentalisation de la protection des données à caractère personnel, comme de la part de certains clients en disant vous m'avez emmerdé, ben, je vais vous emmerder en vous donnant du travail, je veux savoir tout ce que vous avez su sur moi, qui n'a aucun intérêt, que je jetterai dès que j'aurai reçu le papier. Mais donc, il y a ce risque-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était prévu dans les textes, c'est quelque chose qui est utile et nécessaire, mais avec des limites. Merci, Paul-Olivier. Alors, j'en viens à la question qui a été posée également dans le chat par Christine. Et je vous invite vraiment à ne pas hésiter à intervenir également les uns et les autres. Je sais que le mode webinaire impose cette contrainte de mise à distance du public, mais vous pouvez tout à fait vous manifester. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite. Alors, en attendant, voilà, je donne, je sais pas, je reprends la question de Christine. Le DPO est en charge de données principalement numériques, généralement collectées, stockées, anonymisées, traitées par des technologies. Quelle est la dimension technique du métier du DPO? Un DPO peut-il être efficace sans maîtrise de certaines infrastructures technologiques? Je ne sais pas qui a envie de répondre à cette question. Peut-être… Je peux Oui. reprendre à nouveau la question. La réponse est oui, c'est-à-dire que, et on va faire un petit peu de stratégie, on va parler un petit peu de mon ami Clausewitz, qui expliquait qu'un officier devait savoir comment fonctionnait un canon. Mais il n'était pas nécessaire de savoir le construire, il fallait savoir ce qu'on pouvait en faire avec. Donc en fait, ce qui est clair, c'est qu'il y a quelques années, hein, c'était pas tout à fait, enfin c'était au début du siècle actuel, donc il y a fort important, une jeune DPO m'a demandé, mais j'ai demandé à ce qu'on supprime à ce que telle donnée soit supprimée des bases, est-ce que je peux en être sûr? Donc, ça, il est évident que si elle se posait la question, elle n'était pas en mesure pleinement d'exercer sa fonction de DPO, mais ça rejoint tout à fait ce qui a été dit par Xavier sur la nécessité d'avoir une formation, notamment sur les éléments techniques. Il ne faut pas forcément coder, mais savoir ce qui peut être fait et pas fait par un système d'information. Très bien, merci. Je me permets de poser une question, en fait, peut-être plutôt à Xavier. En t'écoutant, Xavier, j'avais le sentiment que tu défendais ce qu'on pourrait appeler une conception, peut-être de manière un peu provocante, maximaliste, en fait, des exigences de compétences, de formation pour mener à bien
cette lourde charge et cette difficile charge de DPO. Et donc, tu insistais sur la nécessité d'avoir des formations qui soient des formations aussi longues, hein, qui comprennent une variété de volets, de modules, d'heures de cours, etc. La question que je me pose, c'est évidemment cette, c'est aussi, ça tire un peu vers ce qui pourrait être une élite du DPO. Et donc, qui ou quelles organisations vont recruter ces DPO formés de la manière la plus complète possible? Où est-ce que finalement les exigences sont les plus élevées? On voit bien qu'il y a quand même une différence à la fois de taille des organisations et potentiellement de sensibilité aussi des données qui peuvent être traitées ou de sensibilité aussi des sujets qui sont traités, et puis évidemment de l'importance des bases de données, des traitements qui sont faits. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit éclairage par rapport à ça? Oui, volontiers. Déjà, il faut savoir que le RGPD et les lignes directrices que j'ai mentionnées tout à l'heure indiquent clairement, en tout cas sans filigrane, que le degré de formation doit être proportionné à la sensibilité, justement. Si je travaille chez Facebook, il est évident que suivre une formation de 6 jours pour devenir DPO, ça sera effectivement une grosse plaisanterie. Donc, une formation iconoclaste pour être DPO. Non. Donc, si je travaille chez Facebook en tant que DPO, là, je pourrais qu'inciter les personnes à suivre une formation longue, soit celle de l'IMT-BS, soit celle de l'ISEP, soit une autre, ou celle de Sciences Po Paris. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc la formation doit être vraiment adaptée au degré de sensibilité de l'organisation et donc aux données personnelles que l'organisation traite. Et alors, après, je crois qu'il y avait une autre dimension qui m'est dans ta question. Oui, non, mais c'était aussi une façon de te demander des personnes que tu formes, enfin, si elles allaient dans des types d'organisations, des secteurs plus spécifiques, ou si finalement tu couvrais de manière assez large l'économie, on va dire. Alors, même si j'ai dit tout à l'heure que un des objectifs pour nous est de former des personnes qui vont travailler dans des entreprises d'envergure internationale, une de mes grosses fiertés en tant que directeur de programme a été le fait que pour la première promotion du master, un de nos participants, un professionnel en reconversion, a travaillé, alors non pas dans une multinationale, quoique c'était le Secours catholique, et a été désigné en cours de formation comme DPO. Donc, c'est une façon de répondre sous forme de clin d'œil à Igor, s'il m'entend, donc il ne participe pas au webinaire de ce soir, mais c'est dommage. Donc, Igor Versteeg a bien été DPO en cours de formation au Secours catholique. Donc, on ne forme pas que des DPO élites, mais donc on forme des DPO tout court, en fait. Voilà. Donc, un DPO doit avoir des compétences minimales. Moi, il y a un exemple que je n'ai pas mentionné parce que je n'ai pas voulu dépasser, mais Paul-Olivier Gibert connaît bien sans doute l'exemple très percutant donné par Bruno Rallet, que je cite souvent parce que j'aime beaucoup cette comparaison. Bruno Rallet dit par rapport aux formations pour devenir DPO, donc plutôt des formations longues, imaginons, je cite, l'inquiétude d'un patient sur le point d'entrer au bloc opératoire et qui apprendrait incidemment que le chirurgien qui va l'opérer n'a suivi que 3 jours de formation. Avec le niveau de sanction prévu, c'est toujours Bruno qui parle, Bruno Rallet, avec le niveau de sanction prévu par le RGPD, ce pourrait être le sentiment d'un chef d'entreprise, quel qu'il soit, d'un responsable de traitement qui met en jeu sa sécurité juridique et sa sérénité entre les mains de son DPO. Je crois que tout est dit avec cette citation. Ou presque tout. Très bien. Alors, je vois que nous avons une réaction de Albin Vincent, donc de la CNIL dans le chat. Voilà, la majorité des DPO travaillent à temps partiel. Je pense qu'il serait intéressant que l'étude sociologique d'Alexis puisse être étendue dans le temps pour analyser cet aspect qui rend difficile l'exercice du métier. Peut-être une réaction, Alexis? Non, c'est un encouragement à prolonger, donc merci, je prends.
Mais oui, donc je ne sais pas si Albine a vu le début de la présentation où je justifiais un petit peu de cette dimension-là. Je me disais que sur un temps imparti assez court, aller là où le métier est le plus incarné par des gens qui le font à temps plein, c'était la meilleure façon de construire un savoir qui permettait de dire des choses intéressantes de cette profession-là. Euh, mais je suis d'accord, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, c'est énormément de DPO qui sont en temps partiel, j'en ai bien conscience. Et bon, voilà, donc à discuter dans un autre cadre peut-être. Je pense que c'est effectivement, il y a cette problématique là du temps partiel, c'est-à-dire je ne fais pas que qu'être DPO, mais il y a aussi une autre problématique, c'est que vous avez évoqué, c'est comment je m'articule par rapport aux équipes de compliance. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et comme je suis également chef d'entreprise, du point de vue du chef d'entreprise, il y a les risques que l'on accepte de prendre, les risques calculés, c'est les risques de métier, c'est que je vais être dans tel pays et puis je pense que ça va bien se passer, ou malheureusement ça ne va pas se passer comme je veux, je ne vois pas à quoi je peux faire référence. Donc ça, c'est les risques qu'on calcule, qu'on assume. Et puis il y a toute la problématique de la sûreté et de la compliance. La sûreté, c'est je ne veux pas être embêté par des risques que je ne veux pas... je me protège contre des risques que je ne souhaite pas prendre. C'est le risque de me faire cambrioler, le piratage informatique. Et la compliance, ça c'est un peu plus compliqué, c'est comment je m'organise pour ne pas commettre des infractions qui pourraient m'être imputables. Et là, du point de vue d'une direction générale organisant une entreprise, c'est effectivement des choses qui peuvent être assemblées, alors que la problématique des données à caractère personnel est aussi quelque chose d'assez spécifique. Donc là, il y a sans doute un sujet qui est à regarder, et peut-être avec des dimensions interdisciplinaires. Je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais ça a été très à la mode à un moment, mais une approche sociologique et juridique pourrait être assez intéressante, de regarder comment ces différents éléments peuvent s'articuler. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Alassane? Et comment? Voilà, parce que moi, c'est une question qui m'intéresse et j'espère que les interviews qu'Alexis a menées et va continuer à mener pourront m'éclairer et éclairer beaucoup de DPO. En fait, moi, j'avais fait travailler, on en a déjà parlé avec Kevin et Alexis et Emmanuel, qui est Baudouin. Moi, j'ai fait travailler un des étudiants de mon master dans sa thèse professionnelle pour savoir comment un DPO interne, donc salarié d'une entreprise, va articuler l'indépendance, on en a parlé tout à l'heure, avec l'obligation de loyauté qui découle du contrat de travail. Et là, peut-être que le regard de Paul-Olivier Gibert serait intéressant, et puis peut-être Alexis en complément. Je pense que c'est effectivement un des problèmes qui est rencontré. L'indépendance, une indépendance de jugement. C'est une indépendance d'opinion émise, c'est une indépendance d'information et de réaction. Ensuite, ça n'autorise pas tout et n'importe quoi, ça c'est certain. Et il y a un rapprochement, une question qui peut éventuellement se poser, mais a priori, on rentre quand même dans des cas qui seraient extrêmes, est-ce que le DPO ne peut pas être quelque part lanceur d'alerte? Mais là, on a un cadre qui très clairement génère une exception à l'obligation. Enfin, je ne sais pas si c'est une exception, mais en tout cas, c'est un cas particulier où, je connais, enfin, en tout cas, la problématique serait autour du lanceur d'alerte. Un sujet je fais travailler mes étudiants complètement sur ce sujet. J'ai tout un dossier sur cette problématique du lanceur d'alerte et de DPO. Voilà. Vrai sujet, on n'a pas forcément les réponses. Mais c'est pas le problème, il n'est pas là. Le DPO n'a pas été créé pour être payé pour devenir ensuite un lanceur d'alerte. C'est plutôt pour qu'il y ait une intériorisation, et ça, c'est des points qu'Alexis a bien relevés, d'intériorisation de cette problématique de culture et de protection et de respect, finalement, de respect d'autrui à travers le respect de ses données à caractère personnel. C'est presque de la morale de grand-mère, mais c'est pas si mal. Si je puis me permettre de poser
Une question. Il y a une dimension qui apparaît peut-être pas dans la discussion, moi, qui me semblait importante. C'est donc quand tu as présenté, Alexis, les activités du DPO, tu as montré aussi la dimension de production documentaire, hein. Et derrière, je pense qu'il y a aussi une activité effectivement qui vise à cartographier et à produire ensuite une veille, un suivi en quelque sorte de. Mais il y a aussi des moments où le temps se resserre, où le temps de l'épreuve par excellence, qui peut être celle d'un contrôle, par exemple, de la CNIL. Alors, c'est une question aussi que je pourrais adresser à Xavier et à Paul-Olivier. La première question, c'est est-ce que toi, tu as rencontré ça, Alexis, dans ton terrain? Et comment est-ce que ça joue dans parce que ça peut être aussi un moment où le DPO est très central dans l'organisation, donc c'est très légitimement en quelque sorte. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on forme aussi à ça? Est-ce qu'il y a comment dire, une to-do list ou une façon de gérer en particulier ce moment du contrôle qui peut être un moment excessivement stressant du point de vue de la responsabilité, de l'organisation, etc. Ouais, bah, je peux commencer par dire quelques mots. En effet, c'est intéressant cette question parce que la profession de DPO s'articule beaucoup autour de ce moment qui vient cristalliser, c'est le risque en acte et voilà, donc c'est là on passe l'épreuve du feu et on va savoir si oui ou non le travail qui a été fait sert à quelque chose. Et que certains DPO que j'ai rencontrés n'ont jamais eu de contrôle, et ce qui pose la question aussi de savoir comment on continue à parvenir à donner du sens à sa profession sans avoir ce crash test qui permet de montrer bah, voilà quelle est l'utilité. Alors pour ceux qui l'ont eu, bon, c'est un truc qui est en général assez pas traumatisant, mais voilà, bon, c'est le moment de. C'est traumatisant. Hein. Ok, bon, C'est traumatisant, traumatisant disons-le. parce qu'en fait, enfin, c'est traumatisant, non, ouais, c'est un stress et chez certains, ça génère des traumatismes. En tout cas, c'est un moment de tension, quoi, ça c'est certain. C'est pour ça qu'il faut y être préparé. Oui. Il faut y être préparé, oui. Comme pour l'interrogatoire pour les forces spéciales, c'est ça? C'est ça. Si on veut. Alors, mais excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, je crois que c'est un gros stress, ça c'est certain. Mais il y a d'autres métiers, par exemple, quand il y a une descente de la commission bancaire dans une banque, c'est aussi assez stressant, quoi. Après, le stress est, je dirais, un peu atténué dans beaucoup de cas que j'ai rencontrés par le fait que chez beaucoup de DPO, il y a une espèce de conscience du fait que la CNIL est de bonne foi. Enfin, c'est une expression que j'ai souvent entendue et qui ne sont pas là pour sanctionner. Et que, en fait, si on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir, lorsqu'ils arrivent, bon, leur parler de manière sympa, être modeste et pas essayer de montrer qu'on est non, conforme à 100% quoi qu'il arrive, mais admettre que bon, là, il y a un petit trou dans la raquette, ok, mais voilà, ça va bien se passer. Que si on leur montre qu'on a fait des efforts, etc., il y a un peu cette croyance-là, je trouve, chez beaucoup de DPO. Alors, je ne sais pas à quel point c'est une croyance ou à quel point c'est une réalité, mais que montrer qu'on a fait des efforts, c'est déjà faire le plus gros du chemin, en fait. C'est exact. Il y a un responsable de petite entreprise qui, justement, lui, a une attitude totalement opposée à celle que vient de décrire Alexis, c'est-à-dire une immodestie totale et puis une absence de volonté de coopérer avec les agents de la CNIL qui étaient venus contrôler son organisation. Bon, il a écopé au final de 4 000 € c'est pas une grosse amende hein, par rapport aux chiffres qui ont été mentionnés au cours du webinaire, mais 4 000 € quand même de sanctions à l'arrivée. Une petite entreprise, très petite entreprise. Et merci pour toutes ces réponses. Alors, est-ce que nous avons une dernière question, une dernière remarque, que ce soit dans le public ou parmi vous? Sinon, nous avons parfaitement respecté le timing. L'enregistrement de ce webinaire sera déposé, publié sur le site de la chaire et nous communiquerons là-dessus parce qu'il est évident que
je pense, le contenu de ces échanges peut être de grand intérêt pour pas mal de personnes. Merci en tout cas de votre attention, merci de vos questions, merci surtout à nos 3 intervenants de ces excellentes présentations. Et voilà, nous aurons le plaisir du côté de la chaire de communiquer rapidement sur les prochains webinaires. Nous en avons régulièrement à venir en tout cas. Et bien sûr, sur cette thématique des DPO, de la professionnalisation, on va poursuivre nos recherches, nos publications. Et donc, je pense que Paul-Olivier, puisque la suggestion a été faite, Alexis ne manquera pas de venir vers vous pour voir comment poursuivre avec vous et avec la FCDP cette recherche. Alexis, je serais vexé s'il ne revenait pas rapidement vers nous. Mais vous pouvez transmettre l'invitation à toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à cet objet qu'est le DPO et qui effectivement est un objet qui est c'est une profession en émergence, c'est une articulation entre ce qui est du domaine public, du domaine privé qui est intéressant. Donc, c'est un objet qui gagne à être étudié. Mais bon, je suis un peu intéressé. Merci en tout cas. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Paul-Olivier. Merci à tous et à très bientôt.